Bienvenue à l'archipel. Alors, avant tout, juste vous montrer un petit amuse-bouche pour commencer cette soirée Rita Hayworth. Et puis on parlera après avec Gaël. Voilà. Voilà. Donc, à dans 5 minutes. Voilà. Ok. Voilà, c'était un petit amuse-bouche cinéma, André Labarthe. Merci à tous d'être présents. Donc, c'est une séance qui s'est montée grâce à Gaël Lépingle, ici présent, donc réalisateur de nombreux longs et courts métrages, Seuls les pirates, L'été nucléaire, Des garçons de province, Julien, et qui est l'auteur de ce livre vraiment super. Je vous recommande, là, je crois que c'est la période des cadeaux en ce moment, donc n'hésitez pas. Et on a des exemplaires, donc si vous voulez en acheter à la fin, n'hésitez pas. Peut-être que Gaël aura envie de dédicacer. Voilà, donc une rétrospective qui n'a pas eu lieu à la Cinémathèque, mais qui a été l'occasion pour nous de penser cette séance ensemble. Donc on est très content de vous montrer deux films très rares. Gaël, je te laisse présenter les deux films. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. En tout cas, je suis vraiment très heureux et touché de cette soirée, puisqu'en plus, voilà, c'est un peu le lot de consolation. Je parle un peu fort parce que, du coup, comme il n'y a pas de micro, si vous m'entendez plus, vous me faites un petit signe au fond, mais je suis désolé pour le premier rang. Voilà, donc effectivement, c'était la grosse déception, là, les punaises de lit. Mais bon, voilà, ce soir, on a quand même maintenu la soirée, et j'en suis très heureux. Donc vraiment un grand merci aussi, parce que bon voilà, aussi pour les sous-titres du film de Convicted aussi français qui n'existait pas. Alors soyez indulgents sur les sous-titres. Voilà, c'est comme une première mondiale, donc voilà. On avait pensé donc montrer l'épisode de Cinéma, donc qui date de mai 87, donc de la mort de Rita Hayworth, parce que c'est vrai que donc quand elle est morte au milieu du 40e anniversaire du Festival de Cannes, et donc moi je me souviens très bien, effectivement, sa mort était liée à tout un moment de célébration, d'une forme de cinéphilie quand même assez fétichiste, où on parlait beaucoup de la mort du cinéma, on le sent un peu dans l'œuvre de Labarthe. Et donc, elle était comme ça auréolée de cette espèce de mythe. Voilà, c'était un grand mythe. Je crois que c'est 1 ou 2 ans plus tard, dans un des premiers, je sais plus si c'est le premier ou deuxième épisode d'Histoire du cinéma, il y a un passage aussi dans le film de Godard avec Rita Hayworth. Donc, il y avait comme ça cette espèce de mythe du cinéma qui, progressivement, quand même, s'est un peu dissipé. C'est-à-dire que d'autres actrices de l'âge classique d'Hollywood ont pu, comme ça, au gré des rééditions, réapparaître. Pas tellement Rita Hayworth, sans doute à cause d'une filmographie qui n'est pas effectivement extraordinaire. Mais cette espèce comme ça de parfum un peu funèbre comme ça et mythique qu'exhale le film de Labarthe, pour moi est assez fondateur de ma rencontre avec elle. Et puis aussi d'une manière peut-être aussi, enfin c'est une manière de l'approcher, voilà, de repartir de là, de 87 et de sa mort. Même si donc on va faire un trajet assez, voilà, enfin je dois revenir presque aux origines, puisque donc Convicted fait partie des tout premiers films qu'elle tourne, dans les années 36, 37, 38 pour la Columbia. Au départ, c'est des toutes petites scènes où elle danse le flamenco, puisque son père était danseur de flamenco et elle avait un peu contrainte de faire un duo. Et très vite, elle échappe à la coupe de son père pour tomber dans les bras d'un espèce d'escroc qui est son mari, Edward C. Johnson, et qui négocie un contrat avec la Columbia, où elle végète un peu pendant 2-3 ans. Alors pour comprendre le film et ce qu'elle fait à ce moment-là dans la Columbia, il faut avoir en tête que la Columbia, c'est un studio un peu particulier. C'est un studio important, mais qui est quand même un petit studio. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas dépenser d'argent. Voilà. Et donc, il y a un cinéaste de films de catégorie A qui est Frank Capra, mais c'est quasiment le seul. Et Frank Capra fait des films sociaux, c'est-à-dire il ne fait pas des comédies musicales ou des films historiques. Ça coûte beaucoup moins cher, un film social. Voilà.
Et sinon, voilà, après, voilà, il y a un département de série B, voire B-, enfin, donc des films d'un peu moins d'1 heure, qui sont tournés très vite à la chaîne. Et donc, Rita Hayworth atterrit là-dedans avec... alors, dans un département en fait, qui est tenu par un mec, j'ai oublié son nom, mais qui est quand même assez sympa, mais alors, qui a une ligne directrice qui est Do it in one take. Voilà. Faites-le en une seule prise. Alors, c'est pas encore le culte de la première prise cher à Garel, mais c'est quand même l'idée que moins on tourne, mieux c'est. Et puis, c'est quelqu'un voilà, qui disait à ses équipes de scénaristes, écoutez, vous embêtez pas, copiez le film d'avant ou le film qui marche. Donc, tous les scénarios se ressemblaient plus ou moins. Il connaissait bien le tableau des employés de la journée, donc il savait que s'il y avait un ouvrier du studio qui avait rien à faire pendant 2 heures, hop, il l'embauchait comme ça, il n'avait pas à le payer, c'était le film d'à côté qui le payait, il récupérait les vêtements, les costumes, etc. Voilà. Donc c'est un peu l'ambiance, mais du coup, ça permet quand même à Rita Hayworth de s'entraîner et de rencontrer des gens avec lesquels elle va, un peu comme dans une troupe finalement, ils vont se retrouver très régulièrement. Alors évidemment, bon, c'est pas des films qui sont passés à la postérité. Elle a plutôt des petits rôles, mais je dirais que, vu l'enfer qu'elle vit à ce moment-là dans sa vie privée, c'est quand même un endroit où ça se passe bien. Et donc, on en arrive donc à Convicted. Et Convicted, c'est encore pire si j'ose dire, c'est-à-dire que c'est une unité de production encore plus petite. Ils vont aller tourner à Vancouver, et je crois, si j'ai bien compris, qu'en plus c'est pour le marché britannique. Voilà. Donc c'est vraiment très très spécifique. Ils vont tourner ça en 15 jours, donc en décembre 1937. Rita Hayworth à ce moment-là a 19 ans. Elle vient juste elle les a eu au mois d'octobre, elle est encore toute jeune. Elle retrouve des gens, son partenaire masculin Charles Quigley, c'est celui qu'on lui a collé depuis le début, ils font un très très très, très joli couple, effectivement. L'histoire est adaptée d'un roman de William Irish, mais en fait c'est un des acteurs du film qu'il a adapté, c'est un tout petit rôle qui joue le frère de Rita Hayworth dans le film. Et donc, il tourne ça en 15 jours, et donc, voilà, avant de se retrouver 2 mois plus tard pour en faire un autre, etc. Son premier rôle. Alors justement, voilà, on va y venir parce que, en fait, c'est vrai que du coup, le studio, en fait, demande une chose, c'est que ça coûte pas cher. Et c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être le fait qu'il tourne à Vancouver, etc. Il y a quelque chose, en fait, puis à force, je dirais presque par un mouvement presque un peu mécanique ou fatal, elle finit par avoir un rôle plus important que Charles Quigley, donc son partenaire masculin, qui est toujours normalement le héros. Et ça, je trouve ça assez beau parce que je pense que c'est pas intentionnel. C'est-à-dire que c'est pas à un moment donné le producteur qui dit « Ah, on va lancer Rita Hayworth ». C'est qu'en fait, à force de travailler, à force de faire les choses, elles arrivent. Et finalement, au bout d'un moment donné, presque statistiquement, elle a plus de temps de présence que Charles Quigley. Et je trouve ça beau parce que c'est vraiment une éclosion. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que le film n'est pas du tout répertorié dans les histoires du cinéma ou les biographies de Rita Hayworth comme son premier rôle principal. D'abord parce que personne ne l'a vu. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, enfin depuis une dizaine d'années, ces films-là sont accessibles grâce à Internet. Mais à l'époque où les biographies de Rita Hayworth s'écrivaient, c'est des films qu'on pouvait pas voir. Voilà. Mais aussi parce que, effectivement, personne n'a décidé de la mettre en valeur. Et encore une fois, si le film est sorti uniquement en plus en Angleterre, il y a encore moins de raisons de s'occuper de savoir si on décrétait que c'était son premier rôle principal. Donc je suis un peu le seul ou le premier à le décréter, mais de fait, et pour les avoir tous vus, c'est quand même le seul où effectivement, parce que sinon c'est vraiment des tout petit rôle quand même. Et là, vraiment, effectivement, elle a le rôle principal, enfin, en temps d'apparition à l'écran. Et alors, il y a 2 choses moi, qui me touchent. C'est que alors, déjà le film en tant que tel, de par ses conditions de production, c'est une espèce d'épure en fait un peu involontaire, mais voilà, c'est comme l'idée que donc on tourne donc très peu de prises, il n'y a aucun extérieur, il n'y a aucune musique,
il y a, je vais dire, il n'y a aucune couleur, parce qu'on est en noir et blanc, mais il n'y a presque aucun travail de lumière, il n'y a aucun mouvement de caméra, enfin, on fait vraiment dans... voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on retire, à force de retirer, tout repose sur les acteurs. Voilà. Vraiment, et donc, alors, évidemment, c'est aussi à cause du scénario, où toutes les informations passent par le dialogue. Bon, évidemment, bon, il y a un côté un peu feignant, si on veut, mais c'est assez beau de voir aussi des acteurs, comme ça, qui sont... Ça devient comme un document. Et là, ce qui me touche au cinéma, c'est-à-dire que la capacité simplement d'enregistrement de l'appareil, le côté un peu mécanique comme ça, je trouve, se sent davantage. C'est juste des acteurs et qui disent un texte et c'est tout aussi. C'est ça qui est très très beau, c'est que comme ils sont pas, forcément on n'a pas le temps de diriger, de se creuser trop la tête, ils disent le texte. Et c'est pas comme, enfin après, je sais qu'à Hollywood, surtout avec l'acteur studio, etc., l'idée c'était toujours, si tu dis un texte, il faut qu'en même temps, tu sois en train de manger quelque chose, je sais pas, d'éplucher un truc, ou de faire un livre, ou je sais pas, enfin, je sais pas, toujours, voilà. Il faut toujours mélanger avec des gestes, des gestes et des gestes qui recouvrent, moi je trouve, en fait, beaucoup les choses. Et là, les acteurs disent le texte. Déjà, c'est très très beau. Alors, et il s'agit effectivement donc pas de n'importe quel acteur, puisqu'il s'agit de Rita Hayworth à 19 ans, et c'est difficile de faire abstraction du fait que c'est Rita Hayworth, c'est comme ça. Bon, c'est aussi parce que voilà, c'est émouvant quand on connaît son visage plus ancien, plus tardif, quand on connaît ses films. Enfin, ça fait partie aussi de notre appréhension des films. On ne peut pas l'enlever. Quand on regarde un film aussi beau soit-il de Griffith avec Lillian Gish, moi je sais qu'en tout cas, je suis aussi ému parce que je pense à La Nuit du Chasseur. C'est comme ça. Maintenant, les choses sont fabriquées dans une histoire. Voilà. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il y a déjà quand même à 19 ans cette singularité quand même qu'elle a. C'est pas Loretta Young, c'est pas Sylvia Sidney, c'est elle. C'est elle déjà, avec toute son côté un peu appliqué, volontaire, une forme de candeur aussi, je trouve, mais de candeur extraordinaire. Enfin, pour le coup, un peu comme Lillian Gish, c'est-à-dire une candeur lumineuse comme ça, devant laquelle on se soumet. Enfin, il y a un truc comme ça qui est déjà très fort. Et puis en plus, et là aussi parce que c'est un moment un peu à part. Parce que très vite, quand Harry Cohn, donc le directeur de la Columbia, va décider de la basculer dans les catégories A, ça va être l'inverse. Ça veut dire qu'elle va être recouverte par les maquillages, les filtres, les taffetas, les machins, les trucs, enfin, qui même dans les rôles, une espèce d'épaisseur psychologique. Bon, voilà. Et donc, alors après, bon, chercher Rita, quoi. Enfin, elle est là, mais elle est là avec tout un attirail de trucs, quoi. Alors que là, elle est là. Je trouve que vraiment, il y a un truc comme ça, je trouve que c'est elle. Vraiment, c'est dans cette espèce d'épure. Même si elle est involontaire, je la vois, je trouve beaucoup plus, et je trouve ça vraiment très 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 touchant. Voilà, par rapport, même si après il y a d'autres films qui peuvent m'amuser, des films comme Les Amours de Carmen, Salomé, ou même Bouillon, la Arène sanglante. Mais enfin bon, c'est kitschissime, quoi. Vraiment, c'est voilà. Bref, donc c'est un moment, et c'est le seul en fait film de la Columbia où elle aura donc un rôle aussi important. Ce qui va se passer, donc le film sort au mois d'août 1938. Juillet, je ne sais plus, enfin, en tout cas juste après, un autre film important, mais qu'elle n'a pas tourné pour la Columbia, elle a été prêtée pour un studio, qui s'appelle The Renegade Ranger, je crois en français Police montée, sort également où elle a aussi un rôle important, et là ça va décider Harry Cohn à la basculer dans les films de catégorie A, et en décembre 1938, elle tourne. Alors ça tombe très 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 bien, parce que Harry Cohn, qui ne veut jamais dépenser d'argent, se paye un réalisateur très célèbre, qui s'appelle Howard Hawks, et qui tourne, ce qui est pour moi en plus son plus beau film, Les Anges ont des ailes. Voilà, donc elle a un second rôle, enfin un rôle, vraiment, le film vraiment tout à fait extraordinaire. Après, bon voilà, bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, parce que le film en fait ne suffira pas à la lancer, il faudra re-attendre encore un petit peu, donc elle attend dans le couloir comme ça de la célébrité pendant un certain temps. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour déjà, juste comme ça sur le contexte. Juste pour faire la présentation du coup du film qu'on passe avant, qui est un court-métrage donc de 38 minutes. Je préfère la réalité. Alors c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment. Pour donner le nom, c'est un film que j'ai fait il y a très longtemps, en 2003. À l'époque, en 2002, moi, je tournais mon tout premier film produit, on va dire,
qui était une aventure très très perturbante, parce que c'est un film qui allait devenir Julien beaucoup plus tard, mais c'était un travail d'immersion dans un village avec des vrais gens, avec des rencontres, avec tout un truc autour de aller à la rencontre d'eux, auquel j'étais pas trop habitué, et je sors de là en me disant mais il n'y a pas de film, j'ai rien, etc. Donc un peu abattu et aussi un peu fatigué par aussi tous les gens et des rencontres très très fortes quand même, mais beaucoup d'altérité quand même. Et donc la réponse, c'est de me renfermer chez moi dans mon petit 17 mètres carrés couvert de VHS et de répondre à cette très belle aventure par un film un peu autiste, mais qui a inspiré comme ces allers-retours que je faisais entre Paris, où j'habitais, et donc la région orléanaise, où je tournais Julien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des allers-retours en train. Il y a même quelques rushs qui sont extraits de Julien, des plans de blé, ou à un moment donné un plan de vélo, comme ça. Enfin, voilà. Et puis, et donc au même moment de ces allers-retours, il se trouve que ma grand-mère paternelle était depuis très peu de temps veuve. Et ce qui était nouveau, c'est que c'était quelqu'un qui était très très discret et qui était élevé à l'ancienne, et que dès que j'arrivais pour prendre l'apéro chez mes grands-parents, elle allait tout de suite à la cuisine se cacher parce que les femmes doivent laisser les hommes entre eux. Donc je devais prendre l'apéro avec mon grand-père et avoir une conversation d'homme jusqu'à ce qu'elle revienne de la cuisine. Bon. Alors, quand mon grand-père est mort, j'ai eu accès, en fait, enfin, à une parole qu'elle n'avait jamais eue, et il fallait se presser parce qu'elle était diagnostiquée Alzheimer. Et j'ai bien fait parce que 1 ou 2 ans après, quand je lui ai montré le film, elle a vu le film, elle a dit mais c'est qui la dame qui parle? Et elle a été placée juste après. Donc il y avait un créneau très 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 étroit entre la mort de mon grand-père et son placement, où je pouvais faire des entretiens avec elle. Et j'ai eu l'idée comme ça, à partir de ce lien tout simple de la maladie d'Alzheimer, j'ai pensé à Rita Hayworth. Voilà, il y a ces films en particulier tardifs, parce que voilà, entre l'âge, la maladie, puisqu'elle a été aussi beaucoup, on s'est beaucoup, pas moqué, mais enfin, elle a été très embêtée vers la fin de sa carrière, parce que la maladie n'était pas diagnostiquée, et que les problèmes qu'elle avait de mémoire, et parfois même de comportement sur le plateau, étaient associés à ses problèmes d'alcool. Ce qui était évidemment fort injuste, mais John Wayne en particulier était absolument odieux enfin bref. Mais bon, il y avait des gens aussi très bien. non, mais c'est vrai, en plus, elle était très aidée. Robert Mitchum, Tony Quinn, Glenn Ford, il était très très aidant, etc. Et donc voilà, donc j'ai juste fait ce lien. Et puis c'était aussi un peu l'époque, donc début des années 2000, moi j'avais traversé toutes les années 90 avec le réemploi, le found footage, c'était l'époque des films de Martin Arnold, donc cinéaste autrichien qui travaillait beaucoup là-dessus, en reprenant comme ça des morceaux, un plan d'un film avec Julie Garland ou je sais pas quoi, puis en le mettant dans un sens, dans un autre, en le ralentissant. Voilà, il y avait les films de Mark Rappaport aussi qui étaient importants à ce moment-là. Bon, évidemment, qui traverse toute la décennie, les histoires du cinéma de Godard, bon, dont c'est d'ailleurs, enfin c'est très très plagié, mais en version gay, on va dire, ou camp, pour le côté outrageusement sentimental, enfin bon voilà. Voilà, donc c'est un film qui a été, à l'époque, c'est mon premier film, je dis que c'est mon premier film parce que c'est mon premier film montré, en l'occurrence aux écrans documentaires d'Arcueil, et puis dans quelques lieux alternatifs comme la Générale à Paris ou la Semaine asymétrique à Marseille, mais c'était sans, compagnonnage d'un film de Rita Hayworth. Donc voilà, donc, et puis le film n'a pas été montré depuis, enfin bon après il n'y a pas de raison non plus de trop le montrer, enfin, c'est un film modeste aussi quand même, mais là pour moi c'est très émouvant parce que c'est la première fois qu'il est montré en regard, enfin en introduction d'un film avec Rita Hayworth, donc voilà, je suis très, j'espère que ça vous fera une belle introduction à ce Convicted, donc voilà, en première mondiale, ah oui si quand même, voilà. Pas en première mondiale, je suis désolé de te l'apprendre, Emmanuel. Parce qu'en fait, dans mes recherches, en fait, comme il a été tourné à Vancouver, en fait, il est passé il est passé à un festival de Cannes en mai 84, je crois, un hommage au cinéma canadien. Voilà, donc voilà, c'est la seule trace que j'ai retrouvée d'une projection de ce film en France, mais je suis sûr qu'il n'était pas sous-titré. Moi je suis né en mai 84, donc j'étais pas... Ah ben voilà. Mais voilà, si on accepte cette projection tout à fait exceptionnelle et qui ne compte pas, c'est donc la première mondiale. Voilà, donc je vous propose donc d'enchaîner les deux films, et si vous le souhaitez, d'avoir un petit temps d'échange, mais en fait j'ai déjà tout dit, hein. Donc voilà, si vous souhaitez ensuite réagir, ce sera avec plaisir après la projection. Et tu n'as pas tout dit parce que le livre regorge de plein de
des choses hyper intéressantes sur Rita, sur l'analyse de film, notamment sur Gilda, sur l'analyse de son jeu, de comment la façonner physiquement. Enfin, il y a plein de choses que tu as à dire, une toute petite partie. Et moi, je vous invite à lire ce livre. Bah après, pour Rita, on pourrait éventuellement en reparler après la projection, mais là maintenant, je pense qu'il faut aller à sa rencontre. Voilà, bonne projection. Juste, ce que j'ai pas dit tout à l'heure peut-être sur les tout débuts, c'est que la carrière comme de Rita Hayworth commence quand même sur une grosse déception, parce que donc elle est effectivement entraînée par son père et son mari, mais il y a quand même un truc, elle rencontre un chic type à la Fox qui essaie de la faire engager pour une grosse production, Ramona, et elle fait des essais qui semblent concluants, et c'est un gros truc. Et c'est à ce moment-là, je sais plus, c'est en 36, elle est vraiment très jeune, et ça ressemble à un conte de fées. Vraiment, et en fait, je me souviens plus de son nom, le producteur se fait virer parce qu'il y a une fusion à la Fox, et Zanuck n'aime pas Rita Hayworth, et donc il n'y aura pas de Ramona pour elle. Et ça, c'est une vraie blessure d'orgueil. C'est-à-dire que là, on est encore à un moment donné où elle en veut. Parce qu'il y aura des moments donnés plus tard où en fait, c'est vraiment, au moins 2 fois, elle veut arrêter de faire des films, et on la ramène un peu à chaque fois, sauf pour des histoires d'argent, de contrats, de machin, elle est un peu obligée de retourner faire du cinéma. Mais là, à ce moment-là, ce qui est assez beau, c'est qu'elle est encore vaillante, motivée, et il y a quand même une forme de pugnacité, quand même, qu'elle n'aura pas forcément après, qui va en tout cas se transformer. Voilà. Et puis de la voir effectivement aussi dans un rôle, même si bon, elle fait danseuse de nightclub, mais c'est aussi un peu Tintin, quoi, ou Mata Hari en version bande dessinée. C'est très loin des rôles beaucoup plus stéréotypés de séductrice qu'elle va jouer plus tard. Voilà. Et alors le fait de revoir le film sur grand écran, du coup, je modère un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des mouvements de caméra quand même, et des extérieurs. Mais bon, il y en a peu. Mais et c'est vrai que je les ai un peu sous-estimés. Bon, après, voilà, c'est pas non plus. Il n'y a pas de musique, ça c'est sûr, à part la musique diégétique. Enfin voilà. Bon, après, je sais pas. Moi, je vous ai un peu dit tout ce que, en tout cas, sur ce film-là, je pouvais dire. Si vous maintenant avez envie de réagir. Toi, comment tu l'avais découvert le film? En faisant le livre. Moi, j'ai tout vu. Donc tout est, ça c'est aussi un truc incroyable, c'est quoi, enfin, et encore à l'époque, parce que quand on a, donc Gaël Tescher est l'éditeur du livre. Quand j'ai écrit le livre, ça commence à quand même quelques années, c'était encore un petit peu compliqué pour trouver des fichiers, donc j'allais un peu sur des sites, voilà, des trucs un peu voilà, compliqués. Mais maintenant on trouve ça facilement. Non, ça c'est donc non, c'est juste dans le cadre, je les ai tous faits comme ça les uns après les autres. Et après, c'est vrai qu'elle a souvent des rôles qui sont chouettes. Hein. Elle est directrice de la police scientifique, elle est directrice de cirque. Elle a des rôles en fait assez pas de pouvoir, mais en tout cas à responsabilité, des choses comme ça qui sont très éloignées effectivement de ce qu'elle aura plus tard. Mais vraiment, celui-là, c'est le seul où vraiment elle est l'héroïne. Vraiment, elle porte vraiment le truc. Après, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a beaucoup de films où l'histoire, c'est alors soit elle, soit lui, qui a perdu son frère ou sa sœur et qui fait une enquête et qui se fait aider par une journaliste ou un policier qui est joué par l'autre. Enfin, c'est toujours un petit peu le même truc. Donc, mais ça, j'aime bien. Enfin, quand on les voit, ça fait un peu comme les films d'Ozu, comme ça, au bout d'un moment donné, tout se ressemble. Mais c'est bien. Ça fabrique une forme de familiarité et puis de complicité. Enfin, je trouve que c'est pas. Oui, il y a un petit côté bande, ou un peu télévision, si on pourrait penser à l'ERTF aussi. C'est les mouvements de caméra, là, pour le coup, qui m'ont fait penser aussi. Ce côté un peu captation, comme ça, avec 20 ans, 30 ans d'avance, quoi. Après, moi, je peux vous parler de Rita Hayworth toute la nuit, mais bon... non. Je sais pas, mais c'est pas... Non, après, oui. Pourquoi il n'y a pas le visage de ta grand-mère dans le film que tu as réalisé? Parce que je ne l'avais pas filmé. C'était... Parce que ça aurait été, je pense, alors là, pour le coup, vraiment impossible. Déjà, la faire parler, c'était extraordinaire. Alors, la filmer, elle n'aurait pas pu parler.
Et puis de toute façon, comment dire, quand je l'ai fait parler, c'était pas pour un film, c'était pour moi. C'est plus tard que je me suis, enfin plus tard, pas très longtemps après, que je me suis dit tiens, et Rita Hayworth. Mais je les avais pas. Et puis je pense quand même que pour moi, enfin la fabrication quand même du film, c'était de faire une seule personne des deux, quoi. Un truc un peu comme ça, je pense. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu... bon, c'est vraiment l'inverse. Alors, entre la musique qui n'arrête pas dans le premier et l'absence totale de musique du deuxième, on a un peu les deux opposés. Je me sens plus proche maintenant du deuxième. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé enfin en tout cas du deuxième, parce que pour une première, alors est-ce que ça vous a intéressé? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez la même perception que celle que j'ai pu un petit peu vous annoncer tout à l'heure avant la projection? Qui se lance? On peut en parler aussi après, mais c'est pas tout à fait la même parole d'en parler sur le trottoir que d'en parler là maintenant ensemble. On peut prendre juste 5 minutes au moins pour si quelqu'un se lance pour peut-être. On comprend que c'est pas resté à postérité quand même. C'est quand même pas très bon. Ah voilà. Voilà. Tout est fait, ça fait très carton-pâte, l'ascenseur, c'est ça qui rend le truc drôle. C'est parce qu'il y a Rita Hayworth que c'est intéressant, mais sinon, le scénario, ça se ratteint. Vous aimez pas quand les personnages racontent l'histoire, résument l'histoire pour le spectateur? Non mais c'est vrai, bien sûr, il y a un truc de... Non, ce que j'essayais de dire en introduction, c'est quelle perception on peut en avoir aujourd'hui, avec Rita Hayworth, bien sûr, si elle n'était pas dans le film, on ne serait pas là ce soir, bien sûr, mais qui quand même la débarrasse de tout un tas de choses, quand même, de tout un tas de couches, je trouve. Et que là, je trouve qu'on la voit. Et ça fait très théâtre-film. Oui, c'est pour ça que je parlais un petit peu de RTF ou effectivement de. Oui, oui. Bah après, c'est une histoire de. Enfin, quand vous dites ça, c'est péjoratif. Je sais pas. Négatif. Négatif. Bah, peut-être un peu. C'est vraiment de la série BDD, quoi. Pour moi, c'est pas forcément péjoratif, mais en tout cas, c'est une manière, en tout cas, d'enregistrer des actions. Débarrassés de choses qui pourraient pour moi en tout cas les encombrer. Voilà. Non mais ce qui est drôle c'est qu'on voit que ça a été tourné très vite, il y a ah oui. Au raccord, Ah oui. Le taxi c'est toujours le même numéro, enfin ils ont loué un taxi. Bah, 2 semaines, ils ont tourné en 2 semaines le film. Mais on peut tourner des bons films en 2 semaines. Ouais. Un long métrage en 2 semaines Il faut oui. tourner plus en plus. Oui. Enfin, à l'époque c'était rare quand même. Oui bien sûr. Mais on sent qu'il y a vraiment une économie, même dans les décors, on sent que c'est des décors. Ah bah oui, bien sûr, c'est de la réutilisation du réemploi ou des trucs, effectivement, oui, bien sûr. Ils ont juste retourné la cloison. Oui, oui, oui. Oui, mais moi ça me la rend assez sympathique. Hein. Après évidemment, bien sûr, mais j'ai jamais vendu le film comme un grand film. Je trouve que c'est une occasion quand même inespérée de voir Rita Hayworth jeune et dans un rôle où elle a comme ça cette espèce de poigne et d'allant comme ça qui va être un petit peu plus difficile à retrouver après. Ce qui est frappant, c'est le rythme aussi. J'ai l'impression qu'ils ont tout coupé à l'os. Ah oui. Il y a pas... Je sens que c'était en vitesse 2. Moi. Oui. Bah, il y a très peu de trajets. Alors ça fait un peu film muet là pour le coup. Le fait que les espaces, effectivement, on a l'impression qu'effectivement, ça communique immédiatement comme ça d'un intérieur à un autre. Ou alors il y a 3 secondes sur un palier pour faire la jonction. Et oui, il n'y a absolument aucun réalisme dans les distances, dans l'espace. J'ai quand même bien aimé le flic alcoolo, le client alcoolo qu'on découvre. Qui est un faux, oui, enfin, qui est un faux alcoolo et un vrai. C'est une des rares surprises du film quand même. Oui, bah, le film regorge pas. Oui, on est sur un truc très très classique de petit mystère. Oui. Méchant a une bonne tête de méchant.
tout de suite. Et son partenaire, il est devenu quoi là Charles Tiglet, il a tourné jusqu'en 41 à peu près, jusqu'à la guerre, jusqu'à Pearl Harbor. Après, j'imagine, parce qu'il il disparaît, donc j'imagine qu'il a fait la guerre. Il réapparaît en 45-46. Et après, il n'y a plus de nouvelles. Je ne sais pas ce qui est devenu. Il est mort en 64, donc un peu avant d'avoir 60 ans. Alors lui, vraiment, il a rien dû comprendre quand il a vu Rita Hayworth ensuite exploser pendant que lui... Pendant que lui était à la guerre. Pardon ? Pendant que lui était à la guerre. Oui, déjà oui, absolument, effectivement, pendant qu'il était à la guerre. Mais en tout cas, quand il est revenu, et puis après, lui, il a été remplacé, parce que l'acteur, après, le partenaire de c'était Glenn Ford. Glenn Ford, ouais. Et pour toi, c'est le premier film où elle a différents rôles, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on montre une palette un peu plus large, tu dirais. C'est juste, c'est tout là, simplement... elle est un peu ingénue. Après, il y a un ou deux plans où elle se retourne, comme ça, quand elle est en espionne, un petit peu. Il y a différents rôles en même temps, la danseuse de cabaret, la sœur, en même temps. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est la première fois où elle a... C'est juste en temps d'écran. D'accord. C'est juste que c'est qu'en fait tous les autres films c'est vraiment c'est pareil, c'est des films d'1 heure ou d'un peu moins d'1 heure là, quoi. Mais c'est entre presque c'est 10 minutes quoi à chaque fois. C'est vraiment, elle passe les plats et surtout elle fait un peu l'assistante ou l'aide du mec. Donc tout simplement c'est le fait que à quelques scènes près elle est tout le temps à l'écran, tout simplement. Mais et qu'il n'y a pas de moyen terme entre les deux, quoi. Soit elle est là comme ça, un peu dans un coin du plan ou sur une ou deux scènes, et d'un coup il y a ça. C'est pour ça que c'est vraiment comme un peu un mystère. Et je pense effectivement qu'il n'a pas dû être l'effet d'une décision de production, mais simplement à un moment donné, voilà, le mec qui a fait l'adaptation du Irish, donc qui est celui qui joue son frère, s'est dit tiens, voilà, le rôle féminin plus intéressant, je le développe un peu et personne ne l'a embêté. De toute façon, à la vitesse à laquelle les choses allaient, le studio avait pas le temps de contrôler ça, je pense. Mais surtout, elle a beaucoup de gros plans alors que lui, il n'en a aucun. Oui, Son visage. oui, merci, parce que ça c'est très rare, parce qu'en général, dans tous les autres films, en fait, elle n'a jamais de contre-champ. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est dans le large et tous les gros plans sont pour lui. Et là, c'est étonnant parce qu'effectivement, aussi au niveau de la réalisation, ça suit un petit peu ce que le scénario a un petit peu décidé, à savoir que c'était elle, effectivement, qui menait l'action. Et je suis très surpris aussi le fait de le voir sur grand écran. Effectivement, il y a quand même un découpage qui va la chercher, qui va chercher les réactions, les regards, etc. Et ça, c'est effectivement, c'est peut-être ça explique aussi ce que tu dis toi, effectivement, sur le jeu, c'est que ça lui permet tout simplement, en fait, d'apparaître, c'est tout, d'exister, c'est tout. Effectivement. Oui. Alors que lui, il ne suit pas du tout. Non, oui, il suit vraiment. Là, c'est vraiment une inversion totale du système habituel. Tout à fait. Mais c'est quand même lui qui a son nom en premier au général. Ah bah oui, non mais... pas déconner. Non. Le réalisateur, qui est-ce ? Alors Léon Barcha, j'ai pas trop enquêté. Il a fait, c'était donc un des employés de la Columbia. Il a fait 4 films, je crois, avec Rita. Mais alors là, oui, j'ai pas enquêté plus que ça. Je sais pas si à un moment donné il est passé dans un rayon catégorie A ou s'il est resté cantonné à ce type de production. Mais en plus, encore une fois, là, c'était même pas les productions usuelles de série B. Encore une fois, c'était une toute petite unité spécialement envoyée à Vancouver. Donc là, vraiment, c'était... Je sais pas du tout. Est-ce qu'il a eu à un moment donné un appui, une reconnaissance pour son travail de fond. Mais l'intérêt, c'était, je pense que c'était aussi les mêmes techniciens, c'est que tout le monde se connaissait. Mais c'est ce qui me donne quand même ce côté un petit peu troupe quand même. Je sens en tout cas que Rita Hayworth est rassurée. Et c'est quelque chose un peu de rare. Souvent, je la sens souvent un peu inquiète ou en danger, surtout dans les grands films qu'elle va faire après. Ouais, aussi parce qu'il y a un enjeu financier. C'est elle qui est la Columbia met beaucoup d'argent dans les comédies musicales, par exemple. C'était gros budget pour la Columbia. Un film qui s'appelle L'Étoile des étoiles, c'est le plus gros budget jamais dépensé par Harry Cohn en 1945. Et pour elle, c'est une pression gigantesque. Donc souvent, il y a un truc comme ça dans son jeu, une forme d'inquiétude, de tension, de pression, à la fois qui est liée au fait qu'on l'a fait jouer un objet sexuel, mais qui est aussi liée, je pense, à l'enjeu financier.
Et là, je la vois totalement détendue. Il y a quelque chose comme ça enfin, totalement détendue, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, rassurée. Et je pense que c'est quelque chose qui se fabrique aussi sur place avec le cadreur, Léon Barchal, Charles Quigley, tous ces gens comme ça qui fabriquent une petite famille de cinéma. Mais la Dame de Shanghai, c'est Harry Cohn aussi. Oui, ah bah oui. Bah oui, c'est lui qui a fait retourner toutes les tensions avec Wells. Oui, c'est la Columbia. Oui, ça s'était très 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 mal passé. C'est vraiment lui qui oblige ensuite à faire tourner les gros plans de Rita Hayworth. Après, voilà, et qui va un peu massacrer le film parce que le film sort au mois de, je sais pas, au milieu de l'été, je sais plus, en août 48 alors qu'il était tourné en 46, donc 2 ans après. Et il le sort uniquement parce qu'il sait qu'il va récupérer le public de Rita Hayworth avec Les Amours de Carmen, qui sort juste après, qui sort, je ne sais plus, en septembre ou en octobre 48. Donc le film vraiment passe totalement à l'as. C'est pour ça qu'il y a une espèce de faux mythe en France de dire que La Dame de Shanghai est le film qui a tué le mythe de Rita Hayworth. C'est totalement faux. C'est juste que Harry Cohn passe le film sous le tapis et Les Amours de Carmen marchent très 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 bien, comme Salomé plus tard, etc. Voilà, La Dame de Shanghai, il n'y a aucune incidence dans la carrière de Rita Hayworth, contrairement à ce qu'on a beaucoup voulu. Après peut-être qu'en France, je ne sais pas dans quel ordre ça sortait, peut-être qu'il y a eu non, je ne sais pas pour la France. En tout cas, pour les États-Unis, il y a vraiment, tout se passe très 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 bien jusqu'à fin 53 quand sort La Belle du Pacifique, qui est un film pour le coup où elle décide de jouer un rôle de femme mûre, avec les cheveux courts, en portant des robes plus réalistes, qui lui vont un peu moins bien, et c'est un personnage je sais pas comment, enfin. C'est qui fait son âge et qui est pas du tout dans la ligne de ce qu'elle a fait jusqu'ici. Elle s'engueule avec Harry Cohn sur ce qu'elle en fait. Et là, le film marche pas du tout. Là, c'est un échec. Et c'est à ce moment-là, ça va être son premier départ en 53 pour ailleurs, pour la vie qu'elle essaie de se construire. Pourquoi Rita Hayworth, c'est pas Joan Crawford ou Barbara Stanwyck ou Marlène Dietrich? Alors, il y a quand même les décennies. Enfin, je ne suis pas un adepte forcément du contron, mais c'est pas les mêmes actrices quand même dans les années 30 et 40 quand même. Dans les années 40, il y a une forme de glamour très particulier. On pourrait comparer avec Ava Gardner et Jean Tierney. Voilà. C'est ça. Parce que Joan Crawford, c'est les mêmes. Elle commence dans le muet, et puis c'est quand même c'est un caractère fort. C'est plus ces femmes assez émancipées en fait du pré-code. Et puis même aux années 30, comme je sais pas, Will Stanwyck ou Bette Davis, Katharina Byrne, etc. Les années 40 font émerger quand même un autre type de personnage. Alors c'est la femme fatale. Pardon. Judy Garland, ça marche? Judy Garland, ça marche, oui, parce qu'en fait, oui, ça marche très bien même parce que, en fait, il y a 2 types de personnages pour les actrices à ce moment-là. C'est la bonne copine, un peu joyeuse, qui a de l'énergie, c'est Judy Garland, pardon. Doris Day, c'est un peu plus tard. Non, je pensais celle qui a joué Mickey Rooney là. Bon, c'est pas grave, peu importe. Et non, c'est Judy Garland qui a tourné avec Mickey Rooney. Non, mais il y en a une autre qui bon, c'est pas grave. Ou sinon, effectivement, la Vamp. Et la Vamp, c'est plutôt effectivement Tierney, Gardner, etc. Et Rita Hayworth, elle fait un peu les deux. Effectivement, ils vont tirer en fait un peu dans les deux directions. Les comédies musicales, c'est peut-être un peu plus le côté Judy Garland, mais avec quelque chose de plus sophistiqué. Et il va y avoir effectivement un certain nombre aussi, de films qui jouent davantage sur le côté Vamp. Donc, ce qui peut expliquer aussi qu'elle soit la plus grande, vedette hollywoodienne des années 40. Par rapport à toutes les autres, à ce moment-là, elle les dépasse en notoriété, c'est sans comparaison. C'est un niveau mondial. C'est vraiment c'est aussi parce que la force de frappe d'Hollywood à ce moment-là, il y a une forme de, c'est les seuls, mais on a du mal à imaginer quand on écoute, quand on lit les réactions des spectateurs, leur voix des courriers, les dévotions diverses qu'il y a pu avoir. C'est quand même complètement dingue, vraiment complètement dingue. Mais toi, moi, pourquoi
Pourquoi c'est, est-ce que, je sais pas, il faut lire le livre, mais non, parce que j'essaie d'en pas d'en parler dans le livre, mais parce que c'est aussi un souvenir d'enfance tout simple, c'est le hasard aussi de la vie, hein. Des fois c'est les films qu'on voit quand on a 11 ou 12 ans. Il s'est trouvé que moi c'était la Dame de Shanghai, qu'il y avait quelque chose finalement de très pédagogique quand on a 11-12 ans sur le découpage, sur qu'est-ce que c'est qu'un plan. Il y a toujours comme ça, comme la mise en scène se voit chez Wells. C'est quelque chose de très, voilà, enfin même un peu expliqué, je trouve. Donc tout de suite ça m'a intéressé. Et très vite aussi j'ai vu Gilda et j'ai senti dans Gilda un truc autour de l'homosexualité ou de la sexualité trouble et des rapports comme ça, du non-dit, du secret, du caché. Je sentais qu'il y avait quelque chose à explorer et elle était là au centre de ces deux hommes. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'étais encore trop jeune pour décrypter, mais je pense que la concomitance de voir ces deux films, et puis aussi le fait que, mine de rien quand même, malgré tous les déboires qu'elle a connus, c'est quelqu'un aussi qui finalement a quand même tourné assez tard. Dans mon film, j'utilise beaucoup son avant-dernier film, La route de Salina, de Georges Lautner. Et elle avait, moi je trouve encore un très beau visage. Et ça, finalement, c'est assez rare en fait à l'époque. Aujourd'hui, toutes les actrices qui émergent à 20 ans font une carrière ensuite celles qui marchent, pour qui ça marche, on les connaît jusqu'à 50, 60 ans, même 70. Mais à l'époque, c'est très 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 rare. Les actrices s'arrêtent souvent en cours de route. Et elle a continué quand même jusque au début des années 70. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Tout en gardant moi, je trouve ce très beau visage. Et j'aimais bien, en fait, je pense que j'étais assez touché de ce parcours, comme si les films me donnaient de ces nouvelles, comme ça, au fur et à mesure, et que j'allais chercher. Moi, en plus, je suis pas du tout... Dans mon film, il y a quelques images de la télévision, de reportages, où on la voit, je sais plus quoi. Enfin, en fait, mais ça, je m'en fous. Moi, je suis pas du tout... Ça, comment dire, ce qui m'intéresse, c'est les films. Et c'est d'aller chercher dans les plans où elle a tourné, des nouvelles de comment elle va, de ce qui se fabrique comme ça, petit à petit. Et le fait que ça aille jusque-là, jusqu'en 71 ou 12, c'est assez rare. En tout cas, moi, elle me racontait une histoire, comme ça, dans son parcours. Gaël, tu peux dire aussi que c'est une forme de proximité anti-professionnelle, un rapport au désir de bien faire, même un peu appliqué, que n'ont pas les actrices qu'on l'accompagne, comment dire, qui sont peut-être plus revendiquées aujourd'hui, peut-être plus masculines, en tout cas qui seraient des femmes émancipées. Elle a quelque chose effectivement de plus fragile, effacé, en même temps bon élève, qui est touchant dans son rapport à l'amateurisme, qui avait peut-être aussi de neuf au début. Non. Pour de neuf, je suis pas sûr. Mais parce que tu vois, les Barbies de Cherbourg, c'est comme. Mais oui, non. Par contre, effectivement, oui, c'est sûr que moi, je suis très très touché par le côté, alors amateur, je sais pas, mais en tout cas par une forme de gêne ou de fragilité dans laquelle moi, je peux m'engouffrer et avoir accès à quelqu'un d'humain, un être humain, effectivement. Alors que effectivement, sur les années 30. C'est quand même, il y a quelque chose, il y a une espèce de super professionnalisme, de vernis, de trucs incroyables. Oh, j'arrive pas à me glisser, c'est pas possible, il y a une espèce de surface. Mais je peux avoir ça un peu avec Jean Tierney aussi. J'adore Jean Tierney parce que je retrouve un petit peu ça, c'est cette espèce comme ça de fêlure, de fragilité, qui peut être effectivement un désir de bien faire aussi, une manière de s'appliquer à bien faire les choses. Ça me touche énormément. Côté comme ça, est-ce que j'ai bien dit mon texte, et je sens ça chez elle et ça m'émeut vraiment, ce truc-là, sachant que par ailleurs c'était une immense quand même professionnelle au niveau de la danse, c'est une extraordinaire danseuse, donc ça s'adossait aussi à un savoir-faire unique. Pour moi c'est une aussi grande, voire plus grande danseuse que Ginger Rogers ou Sid Charis. Dans les comédies musicales elle a fait 6 comédies musicales pour la Columbia, elle danse, parce que là, les Rumba, machin, on voit pas grand chose, hein, c'est un peu, c'est portion congrue quand même. Mais dans les 6 comédies musicales qu'elle a faites, et en particulier si je devais en nommer une, c'est Ô toi ma charmante, que je trouve vraiment une film très réussi, qui est la deuxième comédie musicale qu'elle fait avec Fred Astaire. Elle est extraordinaire. Donc c'est ce mélange aussi effectivement entre super professionnalisme de la danse et sans doute aussi une forme de grande, je sais pas trop comment dire, mais quelque chose d'une présence humaine. Voilà, ouais. Alors qu'on est à Hollywood. Bon, ben écoutez, je vous remercie d'être venu. Et pour ceux qui veulent, il y a des livres donc à la sortie.